Dans le ciel éclatant entre Paris et Nice, une tempête d'injustice éclate à bord d'un avion d'Air-Lumière. Élodie Mbaye, une femme noire rayonnante de confiance, est brutalement arrachée de son siège en première classe par Claire Dubois, une hôtesse arrogante aux préjugés tenaces. Devant une cabine pleine de passagers choqués, Claire lance avec mépris: « Vous n'avez rien à faire ici !» Ce qu'elle ignore, c'est qu'Élodie n'est pas une simple voyageuse. Elle est une force de la nature, actionnaire majoritaire de la compagnie, et ses connexions peuvent faire trembler les cieux. Préparez-vous à une histoire d'indignation, de justice et de revanche, portée par l'élégance et la détermination d'une femme qui refuse de se taire. Si cette injustice vous révolte, laissez un commentaire avec le mot « justice » et soutenez cette lutte pour l'égalité. Élodie Mbaye entre dans l'avion avec l'assurance d'une femme qui connaît sa valeur. Sa peau ébène capte la lumière douce de la cabine, et son sourire chaleureux reflète l'élégance d'une culture française métissée. Vêtue d'un tailleur bleu marine parfaitement coupé et d'une jupe crayon, elle porte un sac en cuir où se trouve son ordinateur portable et un carnet de notes. Ses cheveux bouclés, soigneusement coiffés, dansent légèrement alors qu'elle avance dans l'allée de la première classe, saluant d'un discret hochement de tête les autres passagers. Élodie n'est pas seulement une femme d'affaires prospère. Elle est actionnaire majoritaire d'Air-Lumière, avec des liens étroits au conseil d'administration. Pourtant, rien dans son apparence ne trahit ce pouvoir. Pour elle, ce vol n'est qu'une étape dans son emploi du temps chargé. Elle s'installe à son siège, pose son sac dans le compartiment supérieur et ouvre son carnet, griffonnant des idées avec un stylo plume doré. Son regard est concentré, indifférent au regard curieux des autres passagers. En France, où la diversité est une richesse, Élodie sait que sa présence devrait être célébrée, mais tous ne partagent pas cet avis. Claire Dubois, l'hôtesse en chef, arpente la cabine avec une autorité qui frôle l'arrogance. Son uniforme impeccable et son chignon parfait ne masquent pas le regard acéré qu'elle pose sur chaque passager. Lorsqu'elle aperçoit Élodie, quelque chose dans sa posture la fait s'arrêter. Peut-être est-ce la confiance sereine d'Élodie, peut-être sa peau éclatante, ou simplement sa présence en première classe, mais Claire fronce les sourcils, les lèvres pincées en une ligne fine. Un malaise évident s'installe en elle. Elle s'approche du siège d'Élodie, les mains sur les hanches, et lance d'un ton mêlant politesse forcée et mépris voilé. « Madame, puis-je voir votre carte d'embarquement ?» Élodie lève les yeux, surprise mais sans perdre sa contenance. Avec un sourire courtois, elle tend sa carte. « Bien sûr, la voici. » Claire prend le document, l'examinant avec une lenteur exagérée, comme si elle cherchait une erreur pour justifier son intrusion. « C'est pour la première classe ?» demande-t-elle, une sourcil levé, le ton chargé de scepticisme. Élodie hoche la tête calmement. « Oui, c'est exact. » Claire rend la carte à contre-cœur, sans un mot de plus, mais son regard parle pour elle. Elle ne croit pas qu'Élodie appartient à cet espace. Elle s'éloigne, mais son attitude montre qu'elle n'en a pas fini. Dans la galerie, la cuisine de l'avion, Claire chuchote à un autre steward, Julien Moreau, un jeune homme au regard timide, intimidé par son autorité. « Tu as vu cette femme en première classe ?» dit-elle en pointant discrètement Élodie. Quelque chose cloche. Julien, sans oser contredire, acquiesce faiblement. « Si tu le dis, Claire. » L'hôtesse jette un dernier regard vers Élodie avant de retourner dans l'allée, déterminée à agir. Quelques minutes plus tard, Claire revient, son air encore plus autoritaire. « Madame Mbaye, dit-elle d'une voix tranchante, veuillez me suivre un instant, nous devons vérifier quelque chose. » Élodie, surprise, fronce légèrement les sourcils mais se lève, prend son sac et suit Claire vers la galerie. Les regards curieux des passagers de la première classe la suivent, et des murmures s'élèvent. Élodie sent le poids de chaque paire d'yeux sur elle, mais elle garde la tête haute, son port digne. Dans la galerie, Claire croise les bras, le visage fermé. « Je vais devoir vous demander de changer de siège », annonce-t-elle froidement. « Il semble y avoir une erreur dans votre réservation. » Élodie fronce les sourcils, sa voix ferme mais polie. « Une erreur? J'ai réservé ce siège il y a des semaines et il a été confirmé. Pourriez-vous vérifier à nouveau? » Claire durcit son ton, glacial. « J'ai déjà vérifié. Ce siège n'est pas approprié pour vous.
Veuillez passer en classe économique. Les mots, lourds de sous-entendus, flottent dans l'air. Élodie serre les poings un instant, un éclair d'indignation traversant son visage, mais elle retrouve rapidement son calme. « Je ne comprends pas, » dit-elle posément. « Mon billet est valide. Pourquoi devrais-je changer ?» Claire s'avance, baissant la voix en un murmure venimeux. « Je n'ai pas le temps d'expliquer. Soit vous bougez, soit j'appelle la sécurité pour vous escorter. » Le silence dans la galerie est assourdissant. Élodie soutient le regard de Claire, percevant le préjugé à peine dissimulé dans ses yeux. Avec un geste mesuré, elle prend ses affaires et retourne à son siège pour récupérer ses effets personnels. La cabine entière semble l'observer, les murmures s'amplifiant comme une vague. Parmi les passagers, Marc Dupont, un homme d'affaires riche et connu pour son attitude élitiste, ricane bruyamment, s'adressant à son voisin. « Regarde-moi ça, on dirait qu'ils ont laissé une femme de ménage en première classe par erreur. » Son rire cruel résonne, et certains passagers rient avec lui, tandis qu'Élodie traverse l'allée, escortée par Claire. Chaque pas est une lutte pour garder sa dignité intacte, mais Élodie le fait avec une grâce qui impose le silence à ceux qui l'observent avec empathie. Parmi eux, Sophie Laurent, une mère célibataire d'une trentaine d'années, tient la main de sa fille, Emma, âgée de 6 ans. Elle regarde la scène, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas juste, » murmure-t-elle assez fort pour que Claire l'entende. L'hôtesse se retourne, les yeux étincelants. « Si vous ne vous taisez pas, vous serez la prochaine à sortir, » menace-t-elle, pointant un doigt accusateur. Emma, effrayée, se blottit contre sa mère, et Sophie, le cœur serré, la serre dans ses bras, jurant de ne pas laisser cette injustice passer. À quelques rangées de là, Léo Garnier, un étudiant de 19 ans, sort discrètement son téléphone et commence à filmer. Son visage rougit de colère. Il sait que la France, avec son idéal d'égalité, ne tolérera pas une telle discrimination. Sa vidéo, il en est sûr, mettra le feu aux réseaux sociaux. Une autre passagère, Camille Rousseau, une journaliste indépendante, observe la scène en prenant des notes dans un carnet. Elle sent que cette histoire pourrait faire les gros titres et promet de creuser davantage. Arrivée en classe économique, Claire désigne un siège étroit au milieu d'une rangée bondée. « Ici », dit-elle avec dédain. Élodie pose son sac sous le siège et s'assoit sans un mot, le regard fixé sur la fenêtre. Claire s'éloigne, laissant Élodie dans son nouveau siège, mais la tension dans l'air est palpable. Élodie sent les regards des autres passagers, certains compatissants, d'autres indifférents, mais elle reste inébranlable. Sa sérénité est une armure, et derrière elle, son esprit travaille à toute vitesse. Elle sort son téléphone et tape un message rapide. Incident sur le vol. Action immédiate nécessaire. En appuyant sur « Envoyer », un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Claire pense peut-être avoir gagné, mais Élodie ne fait que commencer. En classe économique, Élodie ignore les regards curieux autour d'elle. Assise à côté d'une vieille dame qui somnole, elle ouvre à nouveau son carnet et note quelques mots avec précision. Responsabilité, justice, changement. Chaque trait de son stylo est une promesse silencieuse. Pendant ce temps, Sophie, encore secouée par la menace de Claire, chuchote à sa fille. « Ne t'inquiète pas, mon ange. On va faire ce qui est juste. » Emma hoche la tête, ses grands yeux pleins de confiance en sa mère. Léo, quant à lui, termine d'enregistrer et envoie la vidéo à un groupe d'amis sur WhatsApp avec la légende. « Regardez ça, il faut dénoncer. » En quelques minutes, la vidéo commence à circuler et les premières réactions d'indignation explosent sur les réseaux sociaux avec le hashtag #Justice pour Élodie. De retour en première classe, Claire reprend ses tâches avec un air de satisfaction, convaincue d'avoir réglé le problème. Elle sert du champagne aux passagers, un sourire crispé aux lèvres, mais une ombre de doute commence à la ronger. La calme d'Élodie la perturbe. Pourquoi n'a-t-elle pas protesté? Pourquoi n'a-t-elle pas fait un scandale? Claire tente de chasser ses pensées, mais elle persiste. Marc Dupont, toujours aussi arrogant, continue de se moquer, parlant assez fort pour être entendu. Ces gens-là veulent toujours ce qu'ils ne méritent pas. Bravo à Claire pour avoir remis les choses en ordre. Ces mots sont comme des coups de poignard,
et Sophie, même en classe économique, entend l'écho de son rire, sentant la colère monter. Elle se promet que Marc paiera aussi pour son arrogance. En classe économique, un jeune steward, Antoine Lefebvre, passe dans l'allée en distribuant des collations. En apercevant Élodie, il hésite, percevant la tension dans l'air. « Vous allez bien, madame » demande-t-il d'un ton sincère, différent de la froideur de Claire. Élodie le regarde, un sourire chaleureux revenant sur son visage. « Merci, juste un malentendu » répond-elle avec une tranquillité qui désarme Antoine. Il hoche la tête, mais en s'éloignant, il jette un regard méfiant vers la galerie où se trouve Claire. Il a entendu des rumeurs sur son comportement envers certains passagers, mais n'a jamais osé la confronter. Maintenant, il commence à se demander si son silence est la bonne réponse. Pendant ce temps, Élodie vérifie son téléphone. Une notification de son assistante, Aïssatou, apparaît. « Nous sommes au courant, le conseil est informé. Attendez les instructions. » Élodie range son téléphone, le cœur battant mais maîtrisé. Elle regarde par le hublot, où les nuages dansent sous un ciel bleu. Extérieurement, elle est l'image même de la sérénité, mais intérieurement, une tempête se prépare. Élodie n'est pas femme à perdre son sang-froid ou à agir par impulsion. Sa force réside dans la précision, la stratégie, et elle a déjà mis son plan en marche. Claire a peut-être gagné la première bataille, mais la guerre ne fait que commencer. Dans la galerie, Claire sent un pressentiment peser sur elle. Elle s'occupe en rangeant des plateaux, mais ses pensées reviennent sans cesse à Élodie. Sa calme est déstabilisant, presque surnaturel. Claire est habituée aux passagers agités qui crient ou protestent, mais Élodie est différente. C'est comme si elle savait quelque chose que Claire ignore, et cela l'effraie. Julien entre dans la galerie et tente de parler. « Claire, tu ne penses pas que c'était peut-être un peu excessif ?» demande-t-il, la voix basse. Claire le foudroie du regard. « Excessif? Je sais ce que je fais, Julien. Reste à ta place. » Il recule, gêné, mais le doute s'est insinué en lui. Pendant ce temps, en classe économique, Léo consulte frénétiquement son téléphone. La vidéo qu'il a postée a déjà des milliers de vues, et les commentaires affluent, pleins d'indignation. « C'est du racisme pur », écrit l'un. « Où est la justice en France ?» demande un autre. Le hashtag Justice pour Élodie grimpe dans les tendances, et les médias français commencent à s'y intéresser. Léo sourit, fier mais inquiet. Il sait que dénoncer Claire pourrait avoir des conséquences, mais l'image d'Élodie, humiliée devant tous, le pousse à continuer. Il regarde vers elle, assise quelques rangées devant, et ressent une vague d'admiration. Même après tout cela, elle garde la tête haute, comme une reine. Sophie, de son côté, parle à voix basse avec un autre passager, Paul, un homme d'âge moyen qui a également assisté à la scène. « On ne peut pas laisser ça passer, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. En France, on se bat pour l'égalité, et regardez ce qu'ils lui ont fait. Ma fille ne grandira pas en voyant ce genre d'injustice sans qu'on agisse. Paul hoche la tête, ému. Vous avez raison. Dès qu'on atterrit, je parlerai à qui de droit. Ça ne peut pas rester comme ça. Sophie essuie une larme, reconnaissante pour son soutien. Elle regarde Emma, qui dessine dans un cahier, inconsciente de la gravité du moment, et se promet de se battre pour un avenir meilleur. En première classe, Marc Dupont continue son spectacle d'arrogance, commandant un autre verre de champagne à Claire avec un sourire sarcastique. « Vous avez fait du bon travail avec cette femme », dit-il assez fort pour que les autres entendent. « Il faut des gens comme vous pour maintenir l'ordre. » Claire force un sourire, mais ses mains tremblent en servant la boisson. Les mots de Marc, loin de la rassurer, lui rappellent l'erreur qu'elle a peut-être commise. Elle regarde Julien, qui évite son regard, et sent un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose ne va pas, et elle commence à le réaliser. Soudain, l'interphone de la galerie retentit. Claire se précipite pour répondre, le cœur battant. « Galerie, Claire à l'appareil, » dit-elle, tentant de paraître confiante. De l'autre côté, une voix ferme et autoritaire répond. « Ici le bureau exécutif de la compagnie. Nous avons reçu une plainte grave concernant un incident avec une passagère de première classe. Cessez immédiatement de modifier les sièges et assurez-vous que tous les passagers soient traités avec respect. Vous serez convoqués pour des explications à l'atterrissage. » Claire blêmit, sa main serrant le combiné si fort que ses jointures blanchissent. « Entendu. »
murmure-t-elle, la voix faible. En raccrochant, elle regarde Julien, qui feint d'être occupé. Les mots de l'exécutif s'abattent sur elle comme une avalanche. Qui est Élodie Mbaye? En classe économique, Élodie ferme son carnet avec un geste décidé. Elle regarde à nouveau par le hublot, le visage serein mais les yeux brûlants d'une détermination farouche. 7 minutes se sont écoulées depuis qu'elle a envoyé son message, et le jeu a déjà changé. Claire pense peut-être avoir le contrôle, mais Élodie sait que le véritable pouvoir réside dans la stratégie, pas dans l'arrogance. Elle prend son téléphone et tape un nouveau message. Tout est prêt, restez en alerte pour mon signal. En appuyant sur « Envoyer », le même sourire subtil revient sur ses lèvres. La cabine est silencieuse, mais la tension est presque tangible. Les passagers autour d'Élodie sentent, sans le savoir, qu'un événement majeur se prépare. Sophie, tenant toujours la main d'Emma, regarde Élodie et ressent une connexion silencieuse avec elle. Elle ignore qui est Élodie, mais elle voit la force dans ses yeux, la même force qui fait vibrer la France dans ses moments les plus sombres. Léo vérifie son téléphone et constate que la vidéo a maintenant des millions de vues. La presse commence à contacter la compagnie pour des commentaires. Il regarde Élodie, assise avec une dignité intacte, et sent qu'elle est plus qu'une victime. Elle est une leader, quelqu'un capable de changer les choses. Dans la galerie, Claire reste figée, le regard perdu. La voix de l'exécutif résonne encore dans son esprit, et pour la première fois, elle ressent de la peur. Pas seulement la peur de perdre son emploi, mais celle d'affronter les conséquences de ses actes. Elle regarde le rideau séparant la galerie de la cabine, imaginant Élodie assise en classe économique, calme, inébranlable. Qui est cette femme et que prépare-t-elle? Claire n'a pas de réponse, mais une chose est sûre. Elle a provoqué la mauvaise personne. La cabine retrouve un calme apparent, avec les passagers lisant, regardant des films ou discutant à voix basse. Mais cette tranquillité n'est que de façade. Pour Élodie, chaque seconde est un compte à rebours. Pour Claire, chaque minute est une torture. Et pour les autres, Sophie, Léo, Paul, même Marc, ce vol devient bien plus qu'un simple trajet. C'est une histoire de France, une lutte pour l'égalité, le pouvoir d'une femme qui refuse de se taire. Élodie n'est pas seulement une passagère. Elle est une force de la nature, et Claire est sur le point de découvrir de quoi elle est capable. L'onde de choc déclenchée par l'humiliation d'Élodie Mbaye à bord du vol d'Air Lumière entre Paris et Nice ne fait que commencer. La vidéo filmée par Léo Garnier, l'étudiante indignée, devient virale, enflammant les réseaux sociaux français avec le hashtag #Justice pour Élodie. Chaque partage, chaque commentaire, chaque cri de révolte fait trembler les fondations de la compagnie aérienne. Élodie, avec son calme d'acier, orchestre sa réponse dans l'ombre, tandis que Claire Dubois, l'hôtesse arrogante, sent le sol se dérober sous ses pieds. La France, avec son héritage de liberté et d'égalité, ne restera pas silencieuse face à une telle injustice. Préparez-vous à une tempête médiatique où le courage, la stratégie et la solidarité s'unissent pour exiger la justice. Si cette lutte vous inspire, laissez un commentaire avec le mot « justice » et soutenez ce combat pour un avenir plus équitable. Dans la cabine de l'avion, l'atmosphère est lourde, comme si un orage invisible grondait au-dessus des nuages. Élodie Mbaye, reléguée en classe économique, reste assise près du hublot, son carnet ouvert sur les genoux. Elle trace des mots avec une précision méthodique. Responsabilité, vérité, révolution. Chaque lettre est une promesse, un engagement envers un changement qui dépasse ce simple vol. Son visage affiche une sérénité presque surnaturelle, mais ses yeux brûlent d'une détermination farouche, comme ceux d'une guerrière préparant sa stratégie. Elle vérifie son téléphone, où une notification de son assistante, Aïssatou, clignote. Le conseil est furieux, la vidéo est partout, les médias exigent des réponses. Soyez prête. Élodie referme son téléphone, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. Le plan qu'elle a mis en branle avance à grands pas, chaque pièce s'imbriquant avec une précision chirurgicale. Elle n'est pas seulement une passagère humiliée, elle est une force de la nature, et ce vol n'est que le début d'une bataille qu'elle compte gagner. Pendant ce temps, en première classe,
Claire Dubois tente de maintenir une façade de confiance, mais ses mains tremblent alors qu'elle sert des flûtes de champagne aux passagers. La voix autoritaire du bureau exécutif résonne encore dans son esprit. Cessez immédiatement de modifier les sièges, vous serez convoqué à l'atterrissage. Elle sait qu'elle a franchi une ligne, mais son orgueil, comme un mur infranchissable, l'empêche d'admettre sa faute. Elle murmure pour elle-même, le visage crispé. Qui est cette Élodie Mbaye pour me défier ainsi? Pourtant, une peur insidieuse s'installe en elle, une ombre qu'elle ne peut chasser. Dans la galerie, Claire échange des regards tendus avec Julien Moreau, le jeune steward qui l'a soutenu à contre-cœur. « Tu as vu les réseaux sociaux ?» demande Julien, hésitant, son téléphone à la main où défilent des notifications. Les gens parlent d'elle et de toi. Claire le foudroie du regard, ses lèvres pincées. « Tais-toi, Julien, ce n'est qu'un ramassis de plaintes inutiles de gens qui cherchent à faire du bruit. » Mais ces mots sonnent creux, même à ses propres oreilles. Elle sait que la vidéo de Léo circule, et les commentaires en ligne, c'est du racisme pur. Honte à air-lumière. S'accumule comme un étau autour d'elle. Julien, mal à l'aise, baisse les yeux, mais une graine de doute germe en lui. Il connaît le tempérament de Claire, sa tendance à juger hâtivement, mais il sent qu'elle a sous-estimé Élodie. Cette dernière, en classe économique, ignore les regards curieux des autres passagers. Assise à côté d'une vieille dame qui somnole, elle ouvre à nouveau son carnet et note. Conséquences. Vérité. Changement. Chaque mot est un pas vers la justice qu'elle s'est jurée d'obtenir. Sophie Laurent, la mère célibataire assise quelques rangées derrière, chuchote à sa fille Emma, qui dessine une femme aux cheveux bouclés portant une couronne dorée. « C'est Élodie, n'est-ce pas ?» demande Sophie, émue par l'innocence de sa fille. Emma hoche la tête, un sourire éclatant sur le visage. Elle est forte, maman, comme une reine. Sophie serre la main de sa fille, déterminée à agir. Elle se tourne vers Paul, le passager qui a promis son soutien, et murmure avec conviction. « Il faut faire quelque chose. Cette injustice ne peut pas rester sans réponse. En France, on se bat pour l'égalité, et je veux qu'Emma grandisse dans un monde où cela signifie quelque chose. » Paul acquiesce, le visage grave. « J'ai un contact à Libération. Dès qu'on atterrit, je les appelle. Cette histoire doit être connue. » Léo Garnier, l'étudiant qui a filmé l'incident, ne peut détacher les yeux de son téléphone. Sa vidéo a maintenant des centaines de milliers de vues, et le hashtag Justice pour Élodie domine les tendances sur Twitter, Instagram et même TikTok, où des influenceurs parisiens commencent à partager des messages de soutien. Les commentaires affluent, certains pleins de colère, d'autres empreints de tristesse. Comment est-ce possible en France? Air-Lumière doit s'expliquer. Léo, bien que fier, ressent une pointe d'inquiétude. Il sait que dénoncer Claire pourrait attirer des ennuis, mais l'image d'Élodie, humiliée devant toute la cabine, le pousse à continuer. À côté de lui, un passager, Antoine Dubois, un avocat spécialisé dans les droits humains, remarque son agitation. « C'est toi qui as filmé, n'est-ce pas ?» demande-t-il à voix basse, son regard perçant mais bienveillant. Léo, nerveux, hoche la tête. « Oui, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Ce qu'ils ont fait à Élodie, c'est injuste. » Antoine pose une main rassurante sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, jeune homme. Si Élodie veut porter plainte, je peux l'aider. » Ce genre de comportement est intolérable et la France doit le savoir. Encouragé par ces mots, Léo sent une vague de fierté l'envahir. Il envoie un message à ses amis dans un groupe WhatsApp. Cette histoire va changer la France. Continuez à partager. Mais l'atmosphère à bord se tend encore davantage. Julien, poussé par Claire, décide de renforcer son autorité pour plaire à sa supérieure. Il s'approche d'Élodie avec une carafe de café, un sourire forcé aux lèvres. « Un café, madame ?» demande-t-il, la voix mielleuse. Élodie lève la main pour demander un simple verre d'eau, mais Julien, dans un geste qui semble à la fois maladroit et calculé, renverse du café chaud sur la veste d'Élodie. « Oh, mille excuses !» s'exclame-t-il, mais son ton sarcastique et son sourire narquois trahissent ses véritables intentions.
Vous devez être habitué à nettoyer ce genre de choses, non? Ajoute-t-il à voix basse, juste assez fort pour qu'Élodie l'entende. Les mots sont comme une lame, coupant à travers le silence de la cabine. Les passagers autour, choqués, retiennent leur souffle. Sophie bondit de son siège, la voix tremblante de colère. « C'est scandaleux. Comment osez-vous parler ainsi ?» crie-t-elle, pointant Julien du doigt. Emma, effrayée, se cramponne à sa mère, tandis que Sophie, les larmes aux yeux, continue. « Ma fille est là, elle voit tout ça. Quel exemple donnez-vous à la prochaine génération ?» Élodie, avec une maîtrise impressionnante, prend un mouchoir dans son sac et essuie calmement sa veste, ses yeux fixés sur Julien. « Merci pour votre aide, » dit-elle, la voix chargée d'une ironie cinglante qui le fait rougir. Julien, déstabilisé par son regard perçant, s'éloigne précipitamment vers la galerie où Claire l'accueille avec un hochement approbateur. « Bien joué, Julien. Il ne faut pas les laisser croire qu'ils ont leur place ici, » murmure-t-elle, un sourire cruel aux lèvres. Mais cette nouvelle provocation ne passe pas inaperçue. Léo, toujours vigilant, filme discrètement la scène, son téléphone camouflé sous son pull. Il sait que chaque seconde capturée est une arme contre l'injustice. Il envoie la nouvelle vidéo à ses contacts avec la légende. Il continue. Où est la justice? En quelques minutes, la vidéo explose sur les réseaux sociaux, amplifiant la fureur collective. Les commentaires affluent, plus virulents encore. C'est honteux. Air Lumière doit payer pour ça. Camille Rousseau, la journaliste indépendante assise non loin, griffonne frénétiquement dans son carnet. Elle a reconnu Élodie comme une figure influente dans les cercles d'affaires parisiens, une femme d'affaires respectée dont le nom circule dans les hautes sphères. Camille sent que cette histoire pourrait non seulement faire les gros titres, mais aussi déclencher une vague de réformes. Elle note « Élodie Mbaye, actionnaire d'Air Lumière, humilié, racisme flagrant, contacter le monde dès l'atterrissage ». En première classe, Marc Dupont, l'homme d'affaires arrogant, continue son spectacle d'élitisme. Il appelle Claire pour commander une autre flûte de champagne, profitant de l'occasion pour distiller son venin. « Vous avez bien fait de remettre cette femme à sa place », dit-il assez fort pour que toute la cabine l'entende. « Ces gens-là veulent toujours s'infiltrer, là où ils n'ont rien à faire. » Son rire résonne, et quelques passagers, mal à l'aise, baissent les yeux, tandis que d'autres hochent la tête en signe d'approbation, complices de son mépris. Claire force un sourire, mais ses mains tremblent alors qu'elle sert la boisson. Les mots de Marc, loin de la rassurer, lui rappellent le poids de l'appel du bureau exécutif. Elle commence à comprendre qu'elle a peut-être provoqué une tempête qu'elle ne pourra pas contrôler. Dans la galerie, Claire tente de se ressaisir, mais chaque regard de Julien semble un jugement. Elle sait que la vidéo circule, et la peur commence à l'envahir. Elle s'appuie contre le comptoir, le cœur battant, essayant de se convaincre qu'elle a agi correctement. Ce n'était qu'une vérification de routine, se répète-t-elle, mais le doute s'insinue. Julien, brisant le silence, murmure. « Claire, peut-être qu'on devrait, je ne sais pas, s'excuser ?» Elle se retourne, les yeux flamboyants. « M'excuser? À elle? Tu es fou, Julien. Je sais ce que je fais. » Mais sa voix tremble, et Julien, pour la première fois, ne baisse pas les yeux. Il sent que Claire est en train de perdre le contrôle, et il commence à se demander s'il a fait le bon choix en la suivant. Pendant ce temps, en classe économique, Sophie ne peut se contenir. Elle se tourne vers Paul et déverse sa colère. C'est un scandale. En France, on parle de liberté, d'égalité, et regardez ce qu'ils font à une femme comme Élodie. Ma fille voit tout ça, Paul. Quel genre de pays lui laissons-nous? Paul, ému par sa passion, hoche la tête. Vous avez raison, Sophie. Quand on atterrira, je ferai en sorte que cette histoire soit entendue. Ce n'est pas juste pour Élodie, c'est pour nous tous. Sophie essuie une larme, reconnaissante, et regarde Emma, qui dessine toujours, inconsciente de la gravité du moment. Elle murmure « On va se battre, mon ange, pour Élodie, pour toi, pour la France. » Mais l'incident avec le café n'est pas le seul affront. Alors que le vol se poursuit, Julien, sous la pression de Claire, revient dans l'allée de la classe économique.
Cette fois, il s'arrête près de Léo, qui range rapidement son téléphone. « Tu filmes quoi, gamin ?» demande Julien, la voix menaçante. Léo, pris au dépourvu, répond avec aplomb. « Rien qui vous concerne. » Julien plisse les yeux, sentant que Léo est une menace. « Fais attention, petit, tu ne veux pas d'ennui, » murmure-t-il avant de s'éloigner. Léo, le cœur battant, envoie un message à ses amis. « Ils essaient de m'intimider, mais je ne lâche pas. Justice pour Élodie. » Sa détermination ne fait que croître, et il sait que chaque vidéo qu'il partage est un pas vers la justice. Camille, observant la scène de loin, note l'interaction dans son carnet. Elle se promet de contacter Léo après le vol pour obtenir une copie de ses vidéos. Elle sait que cette histoire a le potentiel de secouer non seulement Air Lumière, mais toute l'industrie aérienne française. Soudain, l'interphone de la Galais retentit à nouveau, faisant sursauter Claire. Elle décroche, la voix tremblante. « Galais, Claire à l'appareil !» Une voix grave, celle du commandant de bord, Philippe Martin, résonne. « Claire, ici le commandant Martin, j'ai été informé de l'incident avec Madame Mbaye. Vous devez savoir qu'elle n'est pas une passagère ordinaire. Elle est actionnaire majoritaire d'Air Lumière et a des liens directs avec le conseil d'administration. Vous me rejoindrez dans le cockpit après l'atterrissage, et vous avez intérêt à avoir une explication solide. » Claire sent ses jambes fléchir, le téléphone glissant presque de sa main. « Oui, commandant, » murmure-t-elle, la voix à peine audible. En raccrochant, elle s'appuie contre le mur de la Galais, le visage blême. Actionnaire majoritaire, conseil d'administration. Les mots tourbillonnent dans son esprit, et pour la première fois, elle comprend l'ampleur de son erreur. Dans le cockpit, le commandant Martin échange un regard grave avec son copilote, Raphaël. « Ça va faire du bruit, » dit Raphaël secouant la tête. « Le conseil est déjà sur notre dos et les médias s'emballent. Claire a mis les pieds dans un sacré guêpier. » Martin hoche la tête, le visage tendu. « Élodie Mbaye n'est pas n'importe qui. Elle a du pouvoir et surtout, elle a raison. Claire ne sait pas à qui elle s'est attaquée. » En classe économique, Élodie répond à un nouveau message d'Aïssatou. « Tout est sous contrôle. Préparez les documents juridiques et alertez la presse. Je veux que tout soit transparent. » Elle range son téléphone et regarde par le hublot, où le ciel s'embrase d'un orange éclatant au coucher du soleil. Sa sérénité est une armure, mais à l'intérieur, une colère contrôlée bouillonne, une fureur canalisée vers la justice. Elle sait que la France, avec son histoire de lutte pour l'égalité, est de son côté. La vidéo de Léo, les paroles de Sophie, l'innocence d'Emma, tout cela est un carburant pour la révolution qu'elle s'apprête à mener. En première classe, Marc Dupont continue sa croisade d'arrogance, racontant à ses voisins une anecdote sur ceux qui essaient toujours d'envahir des espaces qui ne leur appartiennent pas. C'est pourquoi il faut des règles, de l'ordre, s'exclame-t-il, levant son verre de champagne. Mais tous les passagers ne sont pas à l'aise. Camille, la journaliste, écoute ces paroles et sent son estomac se nouer. Elle note son nom dans son carnet, promettant de creuser sur cet homme dès que possible. Des hommes comme lui pensent qu'ils peuvent tout dire, pense-t-elle. Mais la France change, et il va l'apprendre à ses dépens. Dans la Galais, Claire tente de reprendre ses esprits, mais chaque seconde semble une éternité. Elle sait que le commandant l'attend, et l'idée d'affronter le conseil d'administration la terrifie. Elle regarde Julien, qui évite maintenant son regard, et Antoine Lefebvre, le jeune steward qui avait montré de la sympathie à Élodie. Antoine, de retour dans la Galais, murmure à Julien. « Tu ne trouves pas que Claire est allée trop loin ?» Julien hausse les épaules, mal à l'aise. Elle est la chef, non? Mais ces mots manquent de conviction. Antoine secoue la tête, pensant à Élodie et à son calme déconcertant. Il commence à se demander s'il doit parler, dénoncer ce qu'il a vu. Claire, sentant la tension, ordonne d'un ton sec. « Retournez au travail tous les deux. » Mais sa voix tremble, et ses collègues savent qu'elle perd le contrôle. En classe économique, Sophie trouve le courage d'approcher Élodie. « Madame Mbaye, » dit-elle, la voix ferme mais respectueuse, « ce qu'ils vous ont fait est une honte. Si vous avez besoin de témoins, mon mari et moi sommes avec vous. » Élodie sourit, touchée par sa solidarité. « Merci, Sophie. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont vécu ça. » Sophie hoche la tête, les yeux brillants de détermination.
En France, on ne baisse pas la tête, n'est-ce pas? Ma grand-mère disait toujours, s'il n'y a pas de justice, on la fait naître. Élodie rit doucement, un son léger mais puissant. Votre grand-mère était une femme sage, répond-elle, et les deux femmes échangent un regard de complicité. Léo, pendant ce temps, reçoit des messages frénétiques de ses amis et abonnés. La vidéo a maintenant des millions de vues, et des médias comme Le Monde, France Info et BFM TV commencent à couvrir l'affaire. Une chaîne de télévision contacte Air Lumière pour des explications, et la pression s'intensifie. Léo regarde Élodie, assise avec la même sérénité, et ressent un frisson d'admiration. Elle n'est pas seulement une victime, elle est un symbole, une flamme qui incarne la lutte pour l'égalité en France. Il tape un nouveau message dans son groupe. Élodie est une légende. On va faire en sorte que cette histoire change tout. Dans la galerie, Claire est surprise par un nouvel appel à l'interphone. Elle décroche, le cœur battant. Galé, Claire à l'appareil, dit-elle, la voix tremblante. Une voix froide, celle du service juridique de la compagnie, répond. Madame Dubois, vos actions ont été filmées et circulent dans les médias. Le Conseil exige que vous présentiez des excuses immédiates à Madame Mbaye et que vous vous assuriez qu'elle soit traitée avec priorité pour le reste du vol. Claire avale difficilement, le cœur en panique. Oui, monsieur, je vais le faire, balbutie-t-elle. En raccrochant, elle se regarde dans le petit miroir de la galerie, le visage pâle, les yeux écarquillés. S'excuser? À Élodie? Son orgueil lutte contre la peur, mais elle sait qu'elle n'a pas le choix. Avec des mains tremblantes, elle prend un verre d'eau pétillante et marche vers la classe économique, chaque pas comme une marche vers l'échafaud. Arrivée au siège d'Élodie, Claire hésite, le verre tremblant sur son plateau. Élodie lève les yeux, son regard calme mais perçant, comme si elle pouvait voir à travers l'âme de Claire. « Madame Mbaye, » commence Claire, la voix basse, presque inaudible. « Je tiens à m'excuser pour tout désagrément. C'était un malentendu. » Élodie incline la tête, son regard inflexible. « Un malentendu ?» répète-t-elle, la voix tranchante. « Vous pensez qu'humilier quelqu'un devant toute une cabine est un simple malentendu? » Les mots d'Élodie sont comme un coup de poing, et Claire sent son visage s'empourprer. Sophie, assise quelques rangées derrière, entend tout et serre la main d'Emma, fière de la force d'Élodie. Léo, toujours en train de filmer discrètement, capture chaque seconde, sachant que ce moment sera crucial. Claire, cherchant à sauver la face, bredouille. « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire… » Mais Élodie l'interrompt, la voix froide comme l'acier. « La compagnie réglera cela après l'atterrissage, Claire. Vos actions parlent déjà pour vous. » Claire se retourne, fuyant presque vers la galerie, le visage rouge d'humiliation. Elle sait que ses excuses n'ont rien résolu. Au contraire, elles ont aggravé les choses. Dans la galerie, Claire s'effondre contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Julien et Antoine l'observent en silence, sans savoir quoi dire. « Elle est actionnaire, » murmure Claire, presque pour elle-même. « Comment ai-je pu ne pas savoir ?» Julien, trouvant enfin du courage, répond « Tu ne voulais pas savoir, Claire, tu l'as jugé sur son apparence. » Claire le foudroie du regard, mais elle n'a pas de réponse. La vérité est un poids qu'elle ne peut plus ignorer. En classe économique, Élodie ferme son carnet, le visage toujours serein mais l'esprit en ébullition. Elle sait que la France entière regarde, que la vidéo de Léo a allumé une flamme qui ne s'éteindra pas. Elle envoie un dernier message à Aïssatou. Presque l'heure, préparez tout. L'avion poursuit sa route, mais la tempête ne fait que commencer. Claire, Marc, Julien, tous devront affronter les conséquences, et Élodie s'assurera que la justice triomphe. La cabine reste silencieuse, mais la tension est palpable. Sophie regarde Élodie, sentant une connexion profonde avec cette femme qui incarne la force de la France. Léo vérifie son téléphone, voyant que la vidéo a maintenant des millions de vues, et sourit, fier de son rôle. Camille, la journaliste, continue de noter, déterminée à faire de cette histoire un catalyseur de changement. Et Claire, dans la galerie, sent le sol s'effondrer sous ses pieds, consciente que le prochain mouvement d'Élodie sera dévastateur. La France, avec sa passion et son âme vibrante, est avec Élodie, et lorsque la justice arrivera,
Elle frappera comme un éclair dans un ciel d'orage. Lorsque l'avion d'Air Lumière atterrit à Nice, la tempête déclenchée par l'humiliation d'Élodie Mbaye atteint son paroxysme. La vidéo de Léo Garnier, relayée par des millions de personnes, a transformé l'incident en un cri de ralliement national, avec le hashtag #Justice pour Élodie résonnant comme un hymne à l'égalité. Claire Dubois, l'hôtesse arrogante, vacille sous le poids de ses erreurs, tandis qu'Élodie, avec sa dignité inébranlable, se prépare à transformer cette injustice en une révolution pour la France. Soutenue par Sophie, Léo, Camille et une nation entière, Élodie ne se bat pas seulement pour elle-même, mais pour un avenir où personne ne sera jugé sur son apparence. Préparez-vous pour l'aboutissement d'une lutte où le courage triomphe et où la France montre sa véritable force. Si cette histoire vous touche, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez-la pour soutenir la quête d'égalité. Les portes de la cabine s'ouvrent, laissant entrer l'air frais du corridor de débarquement. Mais pour Claire Dubois, cet air n'apporte aucun répit. Elle se tient raide près de la sortie, forçant un sourire crispé alors que les passagers quittent l'avion. Chaque regard qu'elle croise semble chargé de jugement, et elle sait que la vidéo de Léo, désormais virale, l'a transformée en cible d'une nation indignée. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle salue machinalement, mais son esprit est ailleurs, hanté par la voix du commandant Martin et l'appel du bureau exécutif. Elle aperçoit 2 agents de sécurité en uniforme qui l'attendent à l'entrée de la passerelle de débarquement, leurs visages sévères. L'un d'eux s'avance, la voix ferme. « Madame Dubois, veuillez nous suivre, nous devons discuter d'un incident sur ce vol. » Moi. Claire sent ses jambes flageoler, mais elle hoche la tête, murmurant un faible « Oui, bien sûr ». En jetant un regard en arrière, elle voit Julien Moreau, son collègue steward, et Antoine Lefebvre, qui l'observe de loin, pâle et silencieux. Même le commandant Martin, passant près d'elle, lui lance un regard de désapprobation avant de s'éloigner. Claire sait que sa carrière est en jeu, mais elle commence à comprendre qu'elle a déclenché quelque chose de bien plus grand. Pendant ce temps, Élodie Mbaye reste assise dans son siège en classe économique, sans hâte, attendant que le couloir se vide. Elle range son carnet dans son sac, vérifie une dernière fois son téléphone et envoie un message à son assistante. « Aïssatou, nous avons atterri. Soyez prêts. Finissons cela. » Avec une élégance naturelle, elle se lève, ajuste son tailleur taché de café et marche vers la sortie, la tête haute, comme une reine traversant un champ de bataille. Ses pas résonnent avec une détermination froide et les passagers qui la reconnaissent murmurent entre eux, certains avec admiration, d'autres avec curiosité. Sophie Laurent, tenant la main de sa fille Emma, suit Élodie du regard, un nœud dans la gorge. « Cette femme est une inspiration », chuchote-t-elle à Paul, le passager qui a promis de l'aider. « Je vais écrire à la presse, raconter tout ce que j'ai vu. Emma mérite de grandir dans une France où ce genre d'injustice n'existe pas. » Paul acquiesce, le visage sérieux. « J'ai un ami à France Info. Cette histoire deviendra nationale, Sophie. » Emma, serrant un dessin d'Élodie portant une couronne, sourit à sa mère. « Elle est forte, hein, maman ?» Sophie embrasse sa fille, les yeux humides. « Oui, mon ange, et nous le sommes aussi. » Léo Garnier, l'étudiant qui a filmé les incidents, sort de l'avion, son téléphone à la main, vérifiant les notifications qui affluent. Sa première vidéo a atteint des dizaines de millions de vues, et la seconde, montrant Julien renversant du café sur Élodie, a enflammé encore davantage les réseaux sociaux. Le hashtag #Justice pour Élodie domine les tendances, avec des célébrités, des activistes et même des politiciens partageant des messages de soutien. Cette femme est un symbole, écrit une influenceuse parisienne. Air Lumière doit répondre de ses actes. Léo, à la fois fier et nerveux, sait que son action a des conséquences, mais l'image d'Élodie, digne face à l'humiliation, le pousse à continuer. Alors qu'il traverse la passerelle, une journaliste de BFM TV l'aborde, micro en main. « Vous êtes le jeune homme qui a filmé, n'est-ce pas ?» demande-t-elle.
Léo hoche la tête, un peu intimidé. Oui, c'est moi. Je ne pouvais pas rester silencieux. Ce qu'ils ont fait à Élodie était injuste. La journaliste sourit, impressionnée par son courage. Pensez-vous que cela changera quelque chose? Léo regarde la caméra, la voix ferme. Ça doit changer. Élodie représente nous tous, et la France n'accepte pas l'injustice. Son interview est diffusée en direct quelques minutes plus tard, touchant des millions de téléspectateurs. Dans une salle de sécurité de l'aéroport, Claire est conduite dans une pièce austère, avec une table métallique et 2 chaises. Les agents de sécurité, sérieux, s'assoient en face d'elle, l'un d'eux tenant une tablette où la vidéo de Léo est en pause. « Madame Dubois », commence l'agent le plus âgé, « nous avons été informés d'un incident grave impliquant une passagère de première classe, Madame Mbaye. Vous êtes consciente que vos actions ont été filmées et font l'objet d'une enquête. » Claire avale difficilement, ses mains moites. « Je suivais le protocole, balbutie-t-elle. Je pensais qu'il y avait une erreur avec son siège. » L'agent hausse un sourcil, la voix tranchante. « Le protocole? Madame Mbaye avait un billet valide. À quel moment l'avez-vous vérifié avant de l'humilier publiquement? » Claire ouvre la bouche, mais les mots lui manquent. Elle sait qu'elle n'a pas d'excuse valable. L'autre agent poursuit, plus durement. « Madame Mbaye n'est pas une simple passagère. Elle est actionnaire majoritaire d'Air Lumière et a des liens directs avec le conseil d'administration. Des témoins, dont d'autres passagers, ont corroboré sa version. Comprenez-vous la gravité de la situation? » Claire sent son visage s'enflammer, le cœur battant à tout rompre. « Je ne savais pas qui elle était, » murmure-t-elle, la voix presque inaudible. L'agent se penche, le regard perçant. Ne pas savoir qui elle était ne justifie pas de la traiter comme inférieure. Vos actions reflètent un préjugé, et la compagnie ne tolère pas cela. Pendant ce temps, Élodie entre dans une salle de réunion du terminal, face à Vincent Leroux, le PDG d'Air Lumière. C'est un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume impeccable, mais sa posture tendue trahit son anxiété. « Madame Mbaye, » commence-t-il, la voix mesurée, « je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères pour ce qui s'est passé. C'est inacceptable, et nous ferons tout pour que cela ne se reproduise plus. » Élodie croise les bras, son regard pénétrant. « Les excuses sont un début, monsieur Leroux, mais elles ne résolvent rien. Ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos d'un système qui a permis à une hôtesse de se sentir autorisée à m'humilier à cause de ma couleur de peau. C'est à propos de chaque passager qui a vécu cela sans avoir de voix. » Vincent ajuste sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Je comprends. Nous avons déjà lancé une révision complète de nos politiques et formations. Des cours obligatoires sur la diversité seront mis en place pour tout le personnel. » Élodie incline la tête, la voix ferme. « Ce n'est pas suffisant. Je veux un calendrier précis de ces changements, des rapports mensuels sur leur progression et des résultats mesurables. Et je veux que la compagnie assume publiquement sa responsabilité, pas seulement avec des mots, mais avec des actions concrètes. » Vincent hésite, puis acquiesce. « Vous avez ma parole, Madame Mbaye. Nous ferons ce qu'il faut. » Élodie esquisse un léger sourire, mais ses yeux restent inflexibles. « Je veillerai à ce que vous teniez parole, monsieur Leroux. » La France regarde. Dans la salle de sécurité, la situation de Claire s'aggrave. Un représentant du service juridique entre eux, un dossier à la main. « Madame Dubois, dit-il, la voix froide, vous êtes suspendue de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. Une audience disciplinaire aura lieu demain, et vous devrez présenter votre défense. Mais je vous préviens, les preuves contre vous sont accablantes. » Claire sent le monde s'effondrer. « Suspendue » murmure-t-elle, incrédule. Le représentant continue, implacable. De plus, Julien Moreau est également sous enquête pour son rôle dans l'incident du café et M. Marc Dupont, qui a encouragé vos actions, fait l'objet d'une révision de ses contrats avec la compagnie. Claire baisse les yeux, le poids de la défaite l'écrasant. Elle a sous-estimé Élodie, et maintenant, elle en paie le prix.
À l'extérieur du terminal, la presse s'agglutine. Des reporters de France Télévisions, Le Figaro et RFI brandissent leurs micros, tandis que des caméras capturent l'agitation. Sophie, accompagnée de Paul, trouve un journaliste et commence à raconter ce qu'elle a vu. C'était du racisme pur, s'exclame-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Élodie a été humiliée sans raison, et cet homme, Marc Dupont, a aggravé les choses avec ses commentaires odieux. Quel exemple donnons-nous à nos enfants? Le journaliste, ému, prend des notes, promettant un reportage dans le journal du soir. Léo, abordé par une équipe de télévision, répète son histoire avec passion. « J'ai filmé parce que je ne pouvais pas rester silencieux », dit-il. Élodie est une de nous, et la France doit se battre pour la justice. Quelques heures plus tard, Élodie sort de sa réunion avec Vincent Leroux et rejoint Aïssatou et une équipe d'avocats dans une salle de conférence. « Tout est prêt ?» demande-t-elle, la voix ferme. Aïssatou lui tend une chemise. Les documents sont là. Nous avons les témoignages de Sophie, Paul, Léo et les vidéos comme preuve. La presse est de notre côté et le conseil veut montrer qu'il agit vite. Élodie feuillette les documents, le regard sérieux. Ce n'est pas seulement une question de punir Claire ou Julien. Il s'agit de changer la culture de cette compagnie. En France, nous ne tolérons pas le racisme et je veillerai à ce que cela soit plus que des paroles. Aïssatou sourit, admirative. Vous faites l'histoire, Élodie. Et puis... Plus tard, Claire est libérée de la salle de sécurité, mais l'humiliation la suit comme une ombre. Elle traverse le terminal, évitant les regards des collègues et des passagers. Arrivée à sa voiture, elle s'assoit, les mains tremblantes sur le volant. La réalité la frappe comme un coup de poing. Sa carrière, bâtie sur des années de travail, s'effondre. Elle pense à Élodie, à son calme inébranlable et pour la première fois, ressent un vide mêlé de honte. Elle allume la radio, mais une nouvelle interrompt la musique. Une passagère noire humiliée sur un vol d'air-lumière exige des réformes. Claire éteint la radio, les larmes coulant sur ses joues. Le lendemain, l'audience disciplinaire de Claire a lieu au siège d'Air-Lumière. Elle fait face à un panel de 3 exécutifs, leurs visages sévères. La présidente, Catherine Lefebvre, parle en premier. « Madame Dubois, nous sommes ici pour examiner vos actions sur le vol Paris-Nice et les accusations de discrimination envers Madame Mbaye. » Claire tente de se défendre, la voix faible. « Je pensais qu'il y avait une erreur de siège, c'était un malentendu. » Catherine hausse un sourcil, montrant la vidéo de Léo sur une tablette. « Un malentendu. Vous l'avez humilié publiquement, encouragé un autre steward à la harceler et ignoré un billet valide. Comment expliquez-vous cela? » Claire hésite, les mains moites. « Je ne savais pas qui elle était. » Catherine l'interrompt, la voix tranchante. « Peu importe qui elle était une passagère, une personne, et vous l'avez traitée comme inférieure. Vos actions violentent nos valeurs et ont terni la réputation de la compagnie. » Un autre exécutif, Pierre, ajoute « Des témoins, dont Sophie Laurent et un jeune homme qui a filmé, confirment votre conduite. C'est inacceptable. » La troisième, Amélie, rend le verdict. « Madame Dubois, votre suspension est convertie en licenciement immédiat. Vous ne représentez pas les valeurs d'Air-Lumière. » Claire sort de la salle, les épaules voûtées, le poids de la défaite l'écrasant. Elle pense à Élodie, à son erreur, et un regret amer la consume. Pendant ce temps, Élodie est dans son bureau élégant au cœur de Paris, examinant un courriel du Conseil détaillant les changements promis. Formation obligatoire sur la diversité, révision des politiques et un mea culpa public. Aïssatou entre avec des nouvelles. Claire a été licenciée. Julien est suspendu, Marc Dupont est sous enquête pour des contrats douteux et Sophie a été promue superviseuse du service client sur votre recommandation. Élodie sourit, satisfaite. Sophie le mérite, elle a eu du courage. Aïssatou hésite puis demande. Et Claire, pensez-vous qu'elle cherchera à se défendre? Élodie réfléchit, le regard lointain. Peut-être, mais ce n'est plus à propos d'elle.
C'est à propos du système qui lui a permis d'agir ainsi. C'est ça, le véritable ennemi. Quelques jours plus tard, Élodie reçoit un courriel inattendu, transmis par le conseil. Il vient de Claire, avec pour objet « Mes excuses ». Curieuse, Élodie lit « Madame Mbaye, aucune parole ne peut justifier ce que j'ai fait. J'ai agi par préjugé, par ignorance, et causé un tort que je ne peux réparer. Je suis honteuse et m'engage à apprendre de mes erreurs. Merci de m'avoir ouvert les yeux. » Élodie lit attentivement, notant une sincérité fragile dans les mots. Elle ne ressent ni joie ni triomphe, mais une lueur d'espoir. Claire commence à comprendre, et c'est un premier pas. Elle répond brièvement. « Merci pour votre message. Le changement commence par la responsabilité. Continuez sur ce chemin. » Les semaines suivantes, les réformes chez Air Lumière prennent forme. Les formations sur la diversité sont lancées, et la compagnie publie une campagne mettant en avant Élodie comme un catalyseur de progrès. D'autres compagnies aériennes, inspirées par l'affaire, commencent à réviser leur politique. Élodie reçoit des invitations pour des conférences, mais les décline, préférant se concentrer sur des changements concrets. Un jour, elle retourne à l'aéroport pour un nouveau vol. À l'enregistrement, une agente l'accueille avec respect. « Madame Mbaya, votre siège a été surclassé en première classe, comme geste de courtoisie. » Élodie refuse poliment. « Merci, mais je suis bien là où je suis. » Sa simplicité, mêlée de force, reflète l'âme de la France. Un pays qui lutte, mais ne perd jamais son cœur. À bord, elle remarque un changement. L'équipage est plus attentif, les sourires plus sincères. Elle aperçoit Sophie, désormais superviseuse, coordonnant l'équipe avec assurance. Leurs regards se croisent, un échange silencieux de complicité. Élodie ressent une chaleur au cœur. La France change, même lentement. Ailleurs, Claire entame un nouveau chapitre, travaillant pour une ONG axée sur l'inclusion. Ce n'est pas facile, mais elle est déterminée à transformer sa honte en action. Elle pense à Élodie, non plus avec colère, mais avec gratitude pour lui avoir montré une autre voie. Élodie, de son côté, ouvre son carnet et écrit une dernière phrase. La justice naît de la lutte, mais elle fleurit par la persévérance. Elle referme le carnet et regarde par le hublot, le ciel infini s'étendant devant elle. La douleur de ce vol a ouvert une porte, et Élodie sait que sa lutte ne fait que commencer. La France, avec sa passion et sa force, est à ses côtés, et ensemble, ils construiront un avenir où l'égalité est une réalité. Si cette histoire vous a ému, si vous sentez la flamme de la justice brûler en vous, laissez un commentaire avec le mot « justice » et partagez cette histoire pour montrer au monde que la France ne se taira pas face à l'injustice. Justice. L'histoire d'Élodie Mbaye dans Hôtesse, expulse une femme noire de l'avion, est une leçon puissante sur la résilience et la quête de justice. En France, où l'égalité est un pilier, l'humiliation subie par Élodie nous rappelle que les préjugés persistent, même dans les espaces les plus sophistiqués. Sa dignité face à l'injustice incarne l'esprit français, ne jamais plier, mais agir avec stratégie et courage. Cette histoire m'a profondément touché, car elle montre que chacun, comme Léo ou Sophie, peut changer le cours des choses par un geste, une vidéo, une parole. La leçon ? Dans la vie, nous devons confronter les injustices, même petites, avec persévérance et solidarité. Appliquons cela en osant parler, en soutenant les opprimés et en exigeant des institutions qu'elles évoluent. Ensemble, nous pouvons bâtir une France plus juste. Si cette histoire vous inspire, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour amplifier ce message.